très cher. Pour le cas de La Ruche qui dit oui, c'est pas le marketing qui a coûté cher, parce qu'on n'avait pas d'équipe marketing jusqu'à il y a 2 mois, je crois, et on a une personne maintenant qui commence à prendre ça en charge. Mais c'est surtout l'investissement technologique qui est nécessaire derrière. C'est-à-dire que pour La Ruche, on a 20 développeurs maintenant qui travaillent à plein temps. C'est des profils qui sont très durs à trouver et qui coûtent relativement cher. Et c'est très complexe à gérer. L'ensemble, que ce soit... Nous, je parle de notre cas, mais entre de la gestion de stock, de l'e-commerce, un réseau social, on mélange un peu tout ce qui existe. Voilà, c'est vraiment un énorme investissement technologique. Et je ne pense pas qu'on puisse y couper, malheureusement, si on veut aller relativement vite. Combien ça coûte? Ça dépend de l'ambition qu'on se fixe, déjà. Oui. On peut démarrer une plateforme pour 5 € en prenant un abonnement sur des solutions qui sont d'ores et déjà disponibles pour monter sa boutique en ligne et pour se tester. Après, ça va dépendre. Il y a des orientations technologiques. Donc là, dans le cas de La Ruche qui dit oui, ils ont inventé un modèle de plateforme, quand je disais B2C2C, un modèle de plateforme qui n'existait pas. Donc c'est sûr que ça a demandé beaucoup de développement technologique pour apprendre à faire. Et à jouer ces interactions extrêmement compliquées qu'il peut y avoir entre tous les acteurs, la confiance à gérer, les différents modes de paiement. En plus, il y a de la localisation géographique. En fait, ils ont cumulé toutes les complexités en termes de développement. D'accord ? Vous pouvez très bien monter des plateformes aujourd'hui qui n'ont pas forcément besoin de gros développement technologique parce que, par ailleurs, il y a des fournisseurs de solutions pour ça. Et vous les assemblez, vous les combinez les unes avec les autres. Par contre, c'est sûr que vous ne coupez pas avec la nécessité de dépenser en marketing. C'est-à-dire que si la logique, elle est effectivement après de monter en puissance très très fort et d'aller chercher beaucoup d'utilisateurs pour faire beaucoup de business, et il va falloir payer très cher parce que vous le vivez tous au quotidien. Vous avez combien d'applications dont vous vous servez effectivement sur votre téléphone tous les jours ? Et combien de fois il va falloir vous solliciter ou aller vous chercher, vous identifier pour être celui qui va pour prendre une application en plus. Donc ça peut coûter extrêmement cher. Les chiffres varient selon les modèles, entre 5 et parfois 80, voire 100 € le coût d'acquisition d'un utilisateur actif durable. Vous voyez ? Sauf qu'il arrive un moment où en fait... Vous voyez, on parlait de courbe exponentielle. Il arrive un moment où en fait, ça coûte très 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 cher au début, et ça coûte de moins en moins cher à la fin parce qu'il y a un phénomène d'emballement qui fait qu'aujourd'hui, je pense que Blablacar dépense pas beaucoup plus d'argent cette année que l'année dernière pour avoir 10 fois plus d'utilisateurs parce que la réputation est donnée, le bouche à oreille s'est mis en route et de ce fait, on est rentré dans un phénomène qui est positif. Bon, ceci étant, comme tout business, pour créer quelque chose, il faut effectivement mettre un peu d'argent sur la table. Il y a par contre, comme je vous le disais, quand je vous disais 10 milliards, l'année dernière, il s'est levé plus d'argent. Il y a plus de VC qui ont de l'argent disponible pour financer des projets nouveaux de ce type-là qu'il n'y en a jamais eu jusqu'à maintenant. Et ces investisseurs mettent plus d'argent que même tout l'agroalimentaire en recherche et développement. Donc il y a des opportunités importantes pour avoir touché ces budgets sur un bon projet avec une bonne expérience utilisateur. Donc il faut prendre le temps de le tester assez longtemps avant d'aller chercher des investisseurs. Voilà. Juste une phrase pour préciser. Attention, une plateforme de marché, ce n'est pas uniquement une base de données d'un côté d'offreurs et de l'autre de demandeurs. Tout le secret, alors je vais prendre pas notre cas, mais le cas d'Airbnb, c'est pas de vous mettre en relation avec l'appartement le plus beau, c'est de vous mettre en relation avec l'appartement que vous allez louer parce que vous allez laisser la commission au site. Donc là, on a des algorithmes qui sont beaucoup plus fins. Ce n'est pas un simple moteur de recherche. On est vraiment dans du cousu humain dans l'algorithme. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus. Dans ma compréhension, la plateforme n'a pas forcément vocation à se substituer à une coopérative. Au contraire, une plateforme, de la même façon que je parlais du complément par rapport à du financement bancaire, à mon avis, une plateforme peut apporter des services à une coopérative. Ça, c'est un premier point. Et ça ne veut pas dire non plus, par ailleurs, que la plateforme n'a aucune obligation. Je peux en témoigner. On a parlé de coûts technologiques, il y a des coûts réglementaires et on doit forcément agir dans le sens de la protection de l'investisseur. Donc derrière, ça veut dire plein de choses, notamment un questionnaire d'adéquation, alors certes digital, mais qui va vérifier que pour chaque investisseur, il a bien compris le produit dans lequel il allait investir. Donc des obligations dans des sociétés non cotées, c'est peut-être pas complètement évident dans mon cas, mais il y a des cas, ce qui concerne beaucoup d'autres plateformes également spécifiques. Donc voilà, juste sans rentrer trop dans les détails,
Mais au niveau des plateformes, il y a aussi un certain nombre d'exigences réglementaires. Surtout sur le crowdfunding. Quelle est la répartition du financement des startups en France, et particulièrement des startups de plateforme, entre le bancaire, les VC, le crowdfunding, etc. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on va dire que tout ce qui est crowdfunding ou plateforme c'est à peu près quoi, 10% de l'investissement, de l'investissement entre 5 et 10%. Alors aux États-Unis, c'est un peu plus important, mais 5 à 10%, parce que vous avez beaucoup de startups qui utilisent les plateformes de crowdfunding pour en fait faire de la prévente. Beaucoup, entre autres, dans le domaine des appareils connectés, donc des choses qui ont un peu de valeur. Des gens comme, je ne sais pas, vous avez entendu parler d'Amount People ou du bracelet de Jawbone, etc. Ce sont des gens qui se sont lancés en fait sur des plateformes de crowdfunding où les gens préachetaient 6 mois ou 1 an ou 2 ans à l'avance leur montre, et c'est comme ça en fait qu'ils se sont financés au départ. Bon, après, il a fallu qu'ils lèvent des fonds, mais c'est comme ça qu'ils ont démarré. Donc ça peut être un axe, mais bon, on va dire que dans le global mondial, c'est entre 5 et 10% à peu près pour des plateformes participatives de ce type-là. Et après, en fait, c'est difficile à dire parce qu'en général, maintenant, une levée de fonds pour une start-up, elle se fait à la fois auprès d'un certain nombre d'investisseurs qui peuvent être des investisseurs privés ou un peu moins privés, etc. Et puis toujours, parce qu'un investisseur, il n'a pas envie de perdre tout son capital quand il fait des levées de fonds, il essaie de mobiliser aussi un maximum de fonds de la banque sous forme de prêts ou d'emprunts qui vont compléter la levée de fonds. Et donc, je pourrais dire que c'est presque moitié-moitié aujourd'hui sur la partie financement des startups aujourd'hui, entre ce qui est de la dette bancaire, on va dire, et de la levée de fonds auprès d'acteurs privés, entre guillemets, de fonds d'investissement. En gros, les levées de fonds via des plateformes de crowdfunding en 2015, je suis à peu près sûr que c'est en dessous de 100 millions d'euros. On est plutôt à la 50aine de millions d'euros. En France, bien sûr. Ah oui, au UK, c'est x10 facilement. Donc voilà, juste pour préciser. Juste une phrase pour bien mettre au clair. Le crowdfunding, c'est pas forcément 1 000 euros. Hein. Ça peut être 1 million d'euros, ça peut être 100 000 euros, ça peut être des sommes qui sont très importantes. Mais la problématique, c'est la dilution du capital donc, du fondateur. Voilà. Donc c'est tout ça que les fondateurs doivent gérer au mieux leur capital de façon à faire entrer des investisseurs, mais pas enfin nous on choisit pas les investisseurs en fonction de leur capacité à mettre de l'argent. On les choisit avec leur vision de pouvoir nous épauler pour aller à l'international, ce qui est totalement différent là-dessus. Du coup, encore un dernier rebond, mais nous c'est pour ça qu'on a mis des schémas obligataires. On ne le fait pas pour des startups, mais on peut le faire pour des PME qui ont déjà des revenus, parce que là, ça leur permet de garder leur indépendance capitalistique. Donc de ne pas faire venir les investisseurs dans le capital de la société. Elles ont un taux de rémunération, elles ont un coupon qui est versé, donc, et puis on leur rembourse le capital. C'est la différence avec l'action, c'est la valeur de la société qui fluctue et les dividendes qui fluctuent également. Là, vous avez 2 paramètres supplémentaires. Donc, vous êtes plus en risque avec une obligation qu'avec une dette bancaire, mais vous êtes moins en risque qu'un actionnaire de par la connaissance de ces 2 paramètres et de l'indépendance capitalistique. Et juste une phrase. Quand vous êtes BPI French Tech, c'est-à-dire que vous avez une sorte de label, si vous voulez créer des entreprises, et je vous y encourage, vous avez la possibilité d'emprunter à taux zéro, avec un minimum de risque enfin, pour le fondateur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. La France regorge aujourd'hui, pour cette partie-là particulièrement, de possibilités de financement qui sont assez exceptionnelles et qui nous sont très enviées par les pays étrangers. La preuve en est, il y a une information que personne n'a vue mais qui est passée hier. Les États-Unis sont en train de s'inspirer de la France et viennent de passer un acte dans la législation comme quoi, à partir de cette année, les startups américaines ont le droit de défiscaliser leurs dépenses de recherche et de développement, ce qu'elles ne faisaient pas avant, alors qu'on peut le faire en France.